Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo LDA qui sera de nouveau consacrée à un entretien avec une personne bien connue de certains d'entre vous. Et ceux qui ne le connaissent pas encore, j'espère que vous allez apprendre à découvrir ce personnage. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir Loïc Goff. Loïc est un coach, un psychologue du travail, un formateur, un chargé de recrutement, etc. Quelqu'un de multicasquette, quelqu'un qui compte énormément dans le parcours de l'accompagnant, du coaching, de la psychologie. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été très important à la fois dans mon parcours initial d'accompagnant et aujourd'hui dans ma démarche entrepreneuriale. Bienveillance, sympathie, excellence, dynamisme, c'est à peu près tout ce que je dirais sur cette personne. J'ai le plaisir donc de recevoir Loïc, avec lequel on va parler de coaching, d'accompagnement, de psychologie. Où est-ce qu'on en est en 2025 ? L'entretien, c'est tout de suite. Eh bien, bienvenue sur cette vidéo LDA, ravi de vous revoir aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis en compagnie, j'ai l'honneur de recevoir Loïc Goff. Salut Loïc. Salut Luc, moi j'ai l'honneur d'être interviewé par Luc. Oh ça c'est chouette. Attends. Je sais pas qui a le plus d'honneur aujourd'hui, mais en tout cas, merci d'avoir accepté Loïc. C'est un plaisir de te recevoir dans cette petite capsule d'entretien. Voilà, on va essayer de passer une petite heure ensemble pour parler un petit peu de tout ce qui représente, envie de dire, l'accompagnement, le coaching, ses évolutions, ses transformations, ses mutations en 2025, et notamment à travers ton parcours professionnel, parce que j'ai envie de dire sans négativité que tu es un ancien du coaching, de l'accompagnement. Tu es un petit peu un vétéran de toutes ces pratiques. Ah, c'est pas un côté guerrier, ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Mais bon, tu vas nous dire tout ça. Bah, d'ailleurs, du coup, je vais te poser une première question pour commencer. Alors, c'est une question que je pose souvent, voilà, d'une manière ou d'une autre, mais là, je vais la faire un petit peu différemment avec toi. J'ai envie de dire, si je demandais là tout de suite à quelqu'un de ta famille, à quelqu'un que tu aurais formé et à ton associé, de te décrire en un mot, il dirait quoi à ton avis ? Qu'est-ce que dirait un membre de ta famille à ton sujet ? Qu'est-ce que dirait un de tes formés ou quelqu'un que tu aurais formé ? Et qu'est-ce que dirait ton associé te concernant ? Bah, écoute, ouais, la question elle est super intéressante puisque ça nous fait du feedback, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'ils me disent que je suis un navigateur. Ouais. Ouais, tu vois, j'essaie d'attiser un peu parce que un navigateur, parce que ça me permettra en plus de faire un clin d'œil. À mon premier emploi, j'étais psychologue dans la Marine nationale. Et c'est pourquoi je te dis navigateur, parce que tiens, tu sais, on avait travaillé les pitchs. Imagine que tu es dans un vaste océan, parsemé d'îles mystérieuses. Ok. Imagine que chaque vague, chaque courant, ça représente des défis, des opportunités. Et imagine au cœur de cet océan qu'il y a un navigateur. Et ben, j'aimerais bien qu'on dise de moi, que je suis un navigateur parce que je suis un navigateur qui est à peu près passionné, aguerri par mon métier, et qui est prêt à aider d'autres voyageurs, qui est prêt à les aider à tracer leur route, en tout cas un cap vers l'épanouissement personnel et professionnel. Puis j'aimerais bien aussi dire que ce navigateur, il croit en plusieurs choses. Il croit fermement que chaque aventure est une opportunité de transformation, et tu verras pourquoi ça m'emmène vers le coaching. Hein. Et puis j'aimerais te dire aussi que ce navigateur, il adore le doute, il adore questionner le doute, parce que il sait que c'est un levier qui permet d'atteindre des sommets insoupçonnés. Donc tu vois, si je dois te dire quelque chose sur ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est plutôt un navigateur en tout cas. Ça marche. Et est-ce qu'on est navigateur ou on le devient ? Ah, c'est une bonne question, ça aussi. Je pense que... Est-ce que tu as toujours été un navigateur dans l'âme, Loïc ? Alors, en plus, Loïc, attends, c'est un nom de breton, ça navigue aussi. Mais ouais, profondément, je pense que oui, parce que j'étais bourré de questions quand j'étais petit. Vraiment, mais où j'ai découvert vraiment un univers de fou, c'était en cours de philo. Alors qu'il y avait, je me rappelle de mes potes qui supportaient pas, moi j'ai adoré ça, cours de philo, où on pouvait se questionner, on pouvait douter, on pouvait aller plus loin, trouver d'autres façons de voir les choses, se dire que finalement notre représentation du monde n'était que notre représentation du monde, et de voir comment concrètement on pouvait avancer dans tout ça. Donc ouais, je te dirais que ça m'a creusé. Terreau fertile. Ça m'a creusé, ça m'a bien creusé.
Au-delà de tes origines bretonnes. Ok. Et du coup, on a parlé un petit peu en introduction de qui tu es, mais alors moi, en regardant un peu, parce que je te connais, mais j'avais envie de regarder comment tu te présentais sur LinkedIn ou sur tes CV, des choses comme ça. Alors, j'ai te concernant plusieurs intitulés. J'ai coach, j'ai psychologue du travail, j'ai membre du jury de concours, j'ai chargé de recrutement, j'ai formateur, j'ai rédacteur, j'ai CMC, j'ai praticien PNL, etc., co-développeur, superviseur. J'imagine que tu prends tout dans ton bateau en tant que navigateur. En tout cas, il y a plusieurs bateaux. Ok. T'as vu qu'il y avait plusieurs Alors, du coup, c'est une armada. Donc, du coup, ok, on est sur une armada, très bien. Et s'il y en avait un, le bateau mère, dans ce cas, ce serait quoi pour toi? Comment tu te présenterais si tu devais ouais, en retenir qu'un? le bateau mère, ça reste quand même le coaching. Le coach. Coaching Donc, tu as un coach. Ouais. Le coaching m'a ouvert quand même beaucoup plus finalement de pistes. Et pourtant, tu pourrais dire la formation de psychologue, elle est quand même chargée. C'est un bac plus 5. Mais malgré tout, ça a été extrêmement aidant. Ça a été énormément de clés d'interprétation, le coaching pour moi. Et en tout cas, ça a permis d'opérationnaliser au maximum et de pouvoir accompagner vraiment concrètement les personnes. Alors, je te dis pas qu'en psycho, je les ai pas accompagnés, mais c'était différent. Là, il y avait vraiment cette idée que un adage qui était assez simple et qui a été crucial pour moi en coaching, c'est que la personne qui est en face de moi, elle est intelligente. On pourrait dire, bon, ok, c'est évident, mais vraiment de le vivre. Vraiment, la personne qui est en face de moi, elle sait ce qui est bon pour elle et elle sait où elle va, mais elle me demande de l'aide à un moment donné pour l'accompagner vers un objectif qui est compliqué, qui est pas facile, pas simple, où elle doit oser, elle doit se faire confiance, elle doit aller de l'avant. Et en effet, c'est vraiment une méthode, c'est des outils particuliers, c'est une façon de questionner pour que la personne ait des prises de conscience et qu'elle grandisse vraiment en pensant que derrière, elle peut se faire confiance. Donc, il y a vraiment... le coaching m'a vraiment aidé à opérationnaliser. Et puis, aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur. Peut-être que c'est un peu ma ceinture noire aujourd'hui. C'est la supervision. Supervision que je fais maintenant depuis quelques années. Là, vraiment, c'est une autre découverte, c'est vraiment une autre façon aussi de voir les choses avec ce que j'aime bien par exemple dans la supervision, c'est que chaque chose qui a été mise en place par une personne ou par un groupe, eh bien, c'est d'y retrouver l'intention positive qu'il y avait à l'origine. Et ça, voilà, pareil, tu vois, ça fait partie de quelque chose qui est très aligné avec mes valeurs. D'accord. Voilà. Ok, on y viendra après sur les outils, je te remercie, c'est très intéressant. Mais ok, donc du coup j'entends, tu te présentes plutôt comme un coach, mais on a vu, tu l'as déjà dit plusieurs fois, tu as quand même un bagage de psychologie également, qui te correspond. Comment est-ce qu'on devient psychologue du travail ou coach? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours brièvement? Ouais. Tu es rentré, donc tu nous as déjà signifié à mi-mot que tu as été un pied dans la marine. Ouais, comment ça s'est passé comment est-ce qu'on passe de la marine au coaching, à la psychologie du travail? Je sais pas. Allez, c'est un petit peu confus, explique-nous. Ouais, c'est ça qui est chouette, tu vois, chaque océan a sa part de mystère, mais en fait, le lien, c'est vraiment la relation à l'autre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la relation à l'autre. Qu'est-ce qui m'a emmené à la psychologie? Je pense que déjà, j'étais un bon spécimen d'analyse. Okay. Qui faisait que j'avais besoin de comprendre ce qu'on avait en nous, comment ça fonctionnait, et ce qui permettait finalement de pouvoir comprendre l'humain. Après, j'ai versé vers la psychologie du travail, qui était plus finalement sur l'approche des représentations sociales, sur la façon dont le groupe peut amener aussi beaucoup de dynamisme et finalement emmener à s'interroger aussi sur finalement notre façon de nous représenter le monde dans une structure, une entreprise. Donc, au final, moi, je me suis bien... ça m'a vraiment plu, tu vois. C'est ta formation initiale, Loïc? Ouais, c'était une formation initiale, donc c'était psychologie. J'ai pu vraiment comprendre. C'était plus sur l'idée du pourquoi. Tu vois, si je devais résumer, la psychologie m'a plus appris sur le pourquoi. Et donc, après, c'était sur l'idée du comment. Ça a vraiment été le coaching. Et le coaching, il est venu parce que finalement, à la fin en effet, le premier employeur, comme je te dis, c'était la Marine nationale qui a embauché des psychologues pour faire tout ce qui était justement recrutement, tout ce qui était
on va dire, hygiène psychologique, ils appelaient ça, hein, c'est-à-dire tu passais devant le psy et qui permettait de te dire si tu étais P2, P3, P4, P5. Ah oui, ah, oui d'accord. Et donc, c'était vraiment une expérience vraiment de fou. J'ai adoré parce que j'étais très jeune j'ai pu vraiment commencer à m'aguerrir aux entretiens avec tout type de personnes. Et puis, là, on va dire que c'est des contrats et ce contrat s'est terminé et j'ai pu intégrer un autre, on va dire, une autre entreprise, mais qui n'était pas vraiment une entreprise puisque j'étais profondément sur des valeurs comme les tiennes au départ de la fonction publique. Okay. Donc c'est Bercy qui m'a dit tiens, ça nous intéresse, ça nous intéresse, mais nous ce qui nous intéresse c'est plutôt de travailler non pas le pourquoi mais le comment. Et le comment, ça a été vraiment là où on a pu parler du coaching. On a pu se dire finalement dans tout ce qui va être travail de réorganisation, de restructuration, de remobilisation, puisque déjà à l'époque, c'était en 2009, on parlait beaucoup des mobilités subies. Ouais. Comment de cette mobilité subie, on pouvait aussi faire que les personnes puissent devenir actrices et puissent être dans une démarche vraiment proactive. Et le coaching a été vraiment une clé extrêmement riche. C'était assez précurseur, hein, 2009. C'était assez précurseur, ouais. Celui que j'avais, qui était sous-directeur, c'était Vincent Sautemont à l'époque. C'était quelqu'un qui croyait beaucoup finalement dans le coaching et qui a vraiment mis ça en place et m'a donné vraiment cette possibilité de le faire et je n'en remercierai jamais assez. Et ça m'a permis aussi de rencontrer une école qui s'appelle le Centre international du coach. Pour lequel maintenant je travaille aussi. Je suis membre pédagogique et superviseur pour les coachs chez eux, mais qui a vraiment des valeurs humaines, des valeurs essentielles pour emmener finalement à te dire que pratiquement avec le coaching, j'ai presque eu l'idée que tout était possible. Bon, après, c'est pas l'outil pour tout, mais malgré tout, avec cette façon de réfléchir le monde, cette façon d'agir avec les personnes, faisait qu'en effet, on pouvait aller très, très loin. Donc, voilà, je suis passé après sur le coaching. Après, j'ai travaillé pour le Conseil d'État. D'accord. Et puis, après, j'ai monté ma propre structure. Et c'est là que j'ai pu te rencontrer aussi, Luc. Et j'ai eu cette chance-là, en tout cas. Alors, du coup, on y arrive. Cette structure, c'est LG Conseil RH, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je l'ai appelé Conseil RH. C'est vrai que. Pourquoi je l'ai appelé Conseil? Tu me diras, ça n'a pas à voir avec parce qu'en fait, le conseil, c'est quelque chose qui était intéressant parce que je pouvais aller faire de la formation, du recrutement, du coaching. Après, voilà, ça me permettait de faire quelque chose d'un peu commun. Mais pratiquement aujourd'hui, les gens qui travaillent dans le coaching, dans le conseil, en effet, on se dit qu'il faudrait quelque chose qui lie un peu tout ça l'ensemble. Ça s'appellerait de l'accompagnement, en tout cas de l'accompagnement professionnalisé. Et c'est ça que j'aime bien parce que finalement, quand on s'est rencontrés, Luc, c'était vraiment dans cette idée aussi de dire que les conseillers mobilité carrière ou les conseillers en évolution professionnelle, c'était un vrai métier. Et il fallait professionnaliser ça par le fait de garantir des outils, mais pas que, parce que finalement, il fallait garantir aussi le bon état d'esprit. Puisque le meilleur outil du professionnel de l'accompagnement, c'est lui-même. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Donc, ouais, je te dis plein de choses. Et du coup, tu vas un peu esquiver ma question. C'est quoi LG Conseil RH, alors, du coup, exactement? Alors, Conseil RH, si tu veux, c'était l'idée de pouvoir travailler sur plusieurs champs. Ça a été beaucoup au départ de la formation. Beaucoup du... Allez, arrête. 5 sur 5 sur Google Advice. Arrête. C'est vrai. Non, mais ouais, en tout cas, tu vois, tu me fais rougir, écoute. Non, mais de pouvoir travailler vraiment sur cette idée. En fait, à chaque fois que j'ai eu une demande de contrat, il y avait quand même cette idée de chercher finalement le bon titre pour la mission. Et c'est vrai que j'ai pas changé depuis et on me demande pas forcément de changer, mais le conseil RH a parlé à beaucoup finalement de commanditaires. Parce que du coup, tu fais recrutement, tu fais
RH, formation, enfin, tu fais plusieurs sujets, quoi. T'es pas que sur l'aspect coaching du tout, on est d'accord. Enfin, non, de plus en plus, ça va être en mode, maintenant, c'est du coaching, parce que c'est ce qu'on me demande. Et sans doute que, voilà, c'est vers ça aussi que je tends. Mais le recrutement, ça a été quelque chose aussi enfin, je le fais encore, mais c'était passionnant. C'est là que j'ai rencontré aussi et que j'ai eu la chance et l'honneur de travailler aussi avec Guillaume de Toc, qui m'a permis de faire notamment du recrutement pour l'École nationale de magistrature. Pendant quelques années. Donc, ça a été énormément d'intérêt à travailler ce qu'était le recrutement et par, en effet, encore une fois de plus, la façon de questionner. Oui. La question est différente dans le recrutement que dans le coaching. Et pourtant, on pourrait y retrouver des similitudes. Mais si jamais on ira un peu plus loin, mais c'est vrai qu'il y a des vraies similitudes, en tout cas. Ouais. De toute façon, j'ai l'impression que voilà, tu fais du conseil RH, comme tu dis, mais en même temps, c'est saupoudré dans tous les cas, à la fois de l'aspect coach et de l'aspect aussi psychologie qui se rencontre à un moment donné, de façon sur tous les aspects que tu évoquais, recrutement, RH, etc., formation, très clairement, quoi. Et du coup, j'ai une question un petit peu provocatrice peut-être, mais j'en sais rien, t'es pas obligé de me répondre si ça t'embête, mais tu as quand même traversé pas mal de structures publiques dans ton parcours, tu travailles aussi avec pas mal de structures. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le secteur public en général ? Maintenant que tu n'es plus sous la déontologie, tu peux dire ce que tu veux. Non, mais malgré tout, ce que j'apprécie dans le secteur public, c'est la conscience professionnelle. Je te dis pas que dans le privé, ils l'ont pas, mais il y a vraiment cette idée d'être toujours dans quelque chose qui les amène à essayer de faire au mieux. Alors, ils n'ont pas forcément le niveau performance que je peux trouver dans d'autres entreprises, typiquement Métro, de Richebourg, où la performance est importante. Eux, il y a vraiment cette idée de comment ça peut servir aux personnes. À chaque fois mais après j'ai beaucoup travaillé plus avec les CDR qui étaient les chargés de recrutement ou les conseillers multi-carrières ou les conseillers en évolution professionnelle ou les personnes aussi qui voulaient faire leur dossier de reconnaissance des acquis d'expérience. J'ai vu que tu avais fait quelque chose là-dessus aussi sur les concours et c'est vrai que ces gens-là aussi, quand tu travailles avec eux, en fait, leur but souvent, ce qui est intéressant, c'est comment ça peut servir aux personnes. Souvent, c'est un objectif là-dessus et c'est ça que j'apprécie, moi, en tout cas, pour le service public. Après, encore une fois de plus, c'est le temps du service public, c'est-à-dire que parfois, ça prend un petit peu de temps. Ouais, ça marche. Ok. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est pas spécifiquement ton principal client. Tu travailles avec tout type de clients, on est d'accord ? Ouais, pour ouvrir, je te dis, vraiment, c'est cette idée de naviguer aussi dans différents océans. Donc ça c'est intéressant et je pense que le service public n'a pas à rougir, en tout cas à pas avoir de difficulté à se voir différent aussi. C'est simplement le moteur peut être différent, c'est vraiment entre le privé et le public, le moteur peut être vraiment différent, mais sur le fait de porter des missions, le service public, vraiment, je tire mon chapeau parce que quelquefois ils sont dans des difficultés. Bon, tu le connais aussi comme moi, mais ils sont vraiment dans des difficultés importantes. Et malgré tout, ils arrivent à arriver quand même à un certain résultat. Ok, ça marche. Ok, et écoute, parce qu'on voit bien que tu navigues dans tous ces océans et du coup que tu as une connaissance, une posture qui est un petit peu transverse sur tous ces sujets, notamment ce qui relève des transitions professionnelles, personnelles, etc. Est-ce que tu peux nous signifier, toi, quelles évolutions tu aurais vues dans tes 20 dernières années de pratique, justement, par rapport à peut-être de type de demande, par rapport à des contextes, en termes de coaching ou d'accompagnement en général, qui te semblent intéressantes en 2025, en fait, soit qu'on aurait traversé, soit que tu penses qu'on va traverser, soit que pour lesquels tu as trouvé un intérêt particulier ou à l'inverse qui t'ont saoulé. J'en sais rien. Voilà. Quelles sont pour toi les grandes tendances, on va dire, de l'accompagnement en 2025? Je pense qu'il y aura, c'est avec ma représentation et ma carte du monde, mais je pense que l'IA va changer un peu les choses. Ouais. Et l'IA risque de changer encore quelque chose que je trouve qui s'accentue, c'est le sens du travail. Okay. Souvent, les personnes que je peux avoir, on arrive sur les niveaux logiques de deal sur quand même la question du sens. Ouais. Ça a quel sens? Et je pense que le travail du sens, quand je regarde aussi tes vidéos, c'est intéressant parce que finalement,
Tu avais donné les 40 ans, ça, et c'est vrai que les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, elles ont besoin de se réapproprier du sens. Peut-être qu'on entendra que derrière, il faut réfléchir à nouveau à ce qu'est le travail. À quoi ça sert. C'est des sujets récents, le sens que tu as remarqué en 20 ans. Enfin, on se posait les mêmes questions là, en 2010, je sais pas, c'était les mêmes questions ou c'était différent? Peut-être accentué, mais tu vois, aujourd'hui, je remarque souvent, notamment, des problématiques que je peux travailler qui ont un objectif prédéterminé, notamment, je sais pas, sur la gestion du stress, sur des problématiques de communication. À un moment donné, on arrive sur quel est le sens de tout ça? Et ceux sur lesquels ils sont assez clairs et qui veulent travailler tout de suite, c'est à quoi ça sert de travailler, tu vois. Par exemple, d'accord. Le travail est en questionnement. Et avec aussi cette nouvelle génération qui arrive en se disant, mais franchement, je suis pas prêt à me sacrifier non plus comme avant, je suis pas prêt, moi j'ai besoin de stimulation. Le travail, voilà, c'est vraiment se creuser la question, c'est quoi pour eux le travail? Et tu as des explications à ce changement de paradigme? Pourquoi est-ce qu'on se focalise aujourd'hui plus sur le sens? Les personnes recherchent plus de sens dans ce qu'ils font. Enfin, à ton avis, il y a des explications? Je pense que, enfin ça c'est encore une fois de plus ma façon, mais je pense que les repères d'avance sont en train de s'écrouler un petit peu. Avant, on te promettait que si tu avais tel diplôme, telle certification, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Si je sais pas, si tu travaillais bien, tu serais récompensé de ci, de ça. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas non plus. Je pense qu'il y a une autre façon de réfléchir le monde du travail, mais je pense que les repères, on va dire plus anciens, n'existent plus. Rien qu'à discuter finalement avec d'autres personnes qui ont connu peut-être, tu en parlais aussi, je crois, dans certaines vidéos, des générations X, Y, maintenant c'est la génération hyper connectée. Alpha qui arrive. Tu vois, je pense qu'il faut, voilà, c'est quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui nous emmène à repenser le monde, et surtout avec en effet l'IA qui arrive. À quoi ça sert? Enfin, tu pourras toujours te poser la question, quel est le sens si l'IA fait mieux que moi? Quel est le sens si finalement on n'a plus besoin de traducteurs, on n'a plus besoin de personnes qui vont réfléchir si tout ça c'est fait. Donc mais c'est vraiment impactant, je trouve que c'est intéressant, et c'est pour ça qu'on a vraiment aussi notre place. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, parce que le coaching, la psychologie depuis bien plus longtemps, mais voilà, le coaching ou la psychologie, c'est aussi. Alors, je sais pas, est-ce que pour toi, c'est de l'accompagnement est-ce que l'individualisation des besoins, justement, de sens, tout ça, fait que ça fait le coaching, entre guillemets, ou est-ce que le coaching était déjà là avant, tu vois, ce besoin de reconnaissance individuelle et de sens? Enfin, je sais pas si ma question est claire, mais pour moi, c'est clair dans ma tête. Tu vois. Et grosso modo, voilà, quoi. Est-ce que l'essor du coaching ne serait pas dû aussi par rapport à cette explosion, en fait, de recherche de sens individuel, à mon avis, plus que collective, même s'il y a aussi une dimension. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, d'ailleurs. Voilà, je sais pas. Enfin, est-ce que le coaching est lié en fait à cette situation? Enfin, l'explosion du coaching serait liée à cette situation? Je sais pas. En tout cas, la question, en tout cas, tu l'as posée. Et, moi, je pense que le coaching, il arrive pour quelqu'un qui veut réfléchir à comment il veut atteindre un objectif. Je pense que le coaching, il a dû toujours exister. Enfin, il s'appelait pas coaching avant, ça s'appelait la maïotique, ça s'appelait. Mais c'est comment finalement, à un moment donné, le coaching nous emmène à aller vers l'action pour pouvoir bouger des lignes. Donc, je ne sais pas si ça répondra à ta question, mais en tout cas, ce que je pourrais te dire, c'est que le coaching a de beaux jours devant elle. Ouais, ok. Coaching ou accompagnement aussi en général? Et en fait, c'est ça qui est compliqué. En fait, il faudrait inventer quelque chose qui nous va bien, mais on parle du coaching parce que le coaching est connu et reconnu maintenant, mais demain, il va falloir réinventer un peu les choses parce que cette modernité, les nouvelles générations qui arrivent, qui connaissent, je pense qu'aujourd'hui, une génération, par exemple, tu vois, qui rentre aujourd'hui dans une entreprise privée, je pense à notamment des entreprises qui sont
qui veulent repenser finalement le management, emmènent tout de suite à dire vous allez être coaché dans votre prise de poste. Ouais. Et au fur et à mesure, finalement, le manager se dit c'est intéressant de toujours être coaché. Donc ouais, non, je te dis, cette nouvelle génération, je pense qu'ils auront besoin, et ça va être important. Nous-mêmes encore, enfin, tu vois, aujourd'hui, je me dirais, moi, ça serait super si aussi aujourd'hui, j'avais quelqu'un qui me coachait tout le temps aussi sur des sujets sur lesquels j'ai envie d'aller. Ouais. C'est peut-être pour éviter aussi, tu vois, des moments de solitude aussi sur la façon de j'entends aussi ce que tu disais, hein, le besoin de sens, mais aussi ce besoin de reconnaissance individuelle. Enfin, je pense qu'il y a un besoin, voilà, de se dire j'existe en tant que tel et pas que à travers un groupe ou à travers une société, tu vois. Donc, et clairement, ce que tu dis, voilà, cette nouvelle génération qui, heureusement, a beaucoup plus, voilà, enfin, c'est connu hein, que les nouvelles générations vont beaucoup plus voir des psychologues, des accompagnements, enfin. Et je trouve ça plutôt chouette parce que du coup, ça recentre un petit peu voilà, sur des besoins au lieu de s'effacer à travers un groupe ou une entreprise, comme tu viens de le signifier. Donc oui, il y a du travail, quoi. Ce que j'entends, c'est que grosso modo, toi, ça te fait pas peur de voir le nombre d'explosions de coachs qui arrivent. Moi, je trouve que c'est plutôt signe d'une société qui est en bonne santé. C'est une société qui a encore envie d'agir. Parce que pour moi, le pire, ça serait l'inaction, le statu quo. Enfin, encore une fois de plus, j'ai bon dos de dire ça, mais je comprendrais qu'il y ait du statu quo, qu'il y ait de l'inaction, mais pas d'y rester. Ça pourrait devenir là, ça intéresserait plus le psychologue en disant, tiens, on arrive à de la pathologie là. On est sur quelque chose qui va faire que c'est compliqué de s'en sortir. Moi, j'aime bien cette idée que oui, on peut être dans une instance où c'est pas simple, c'est difficile, mais il y a quand même pas mal de personnes et de richesses dans l'accompagnement. Et ça, tu vois, je trouve que ça, c'est intéressant que le service public l'ait compris. C'est-à-dire pas forcément aller voir qu'un coach ou qu'un psy, parfois sa solution, c'est pas forcément enfin, ça peut être à différents niveaux, si j'entends bien, c'est ça ce que tu veux dire. Tout à fait. Moi, je milite pour que le coaching soit appris à l'école. Tu vois, on pourrait s'auto-coacher. J'aurais adoré comme la philo, tu vois, c'est des méthodes qui sont des clés après dans ta vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, comme clé, je me dis quand il se passe quelque chose qui va mal pour moi, je me dis, OK, comment tu pourrais le voir pour que ça en fasse quelque chose de positif, comment tu pourrais aussi te dire, tiens, finalement, c'est intéressant de le vivre comme ça et ça donne quoi en termes de créativité à imaginer pour. Mais avant de passer par ça, bien sûr qu'il y a un moment où tu prends, finalement, tu peux être sidéré, tu peux être surpris, tu peux être en colère, mais le coaching t'apprend à pas forcément rester sur cette dimension-là. T'apprend aussi à pouvoir se dire, quand tu as une émotion qui arrive, quel est le besoin qui est exprimé, ou en tout cas que tu dois exprimer. Et derrière ce besoin, c'est qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir obtenir ce que tu demandes. Et on peut être auto-coaché ou il faut être coaché par quelqu'un en externe? C'est mieux. C'est mieux d'être quelqu'un. Je te donne un exemple. Moi, ce que j'ai compris, c'est-à-dire que tu pourrais dire, tiens, je fais des tests, l'IA pourrait me répondre, elle pourrait m'auto-coacher. Mais en fait, on est des êtres sociaux. On est vraiment des êtres sociaux parce que ce qu'on pourrait se dire, tiens, tu vois, quand on passe un test, type MBTI, un Golden, que sais-je, enfin un disque, eh bien, on te dirait, OK, tu l'as passé, on te donne le rapport, ça va pas te faire grand-chose. Alors que finalement, dans l'interaction avec l'autre, il t'emmène aussi, par son questionnement ou par sa coloration en tant que dans l'accompagnement, à des prises de conscience qui sont tout à fait différentes. Et tu es plus engagé aussi quand tu as quelqu'un d'autre en face de toi. Je donne souvent cet exemple, tu sais, en formation, d'ailleurs, c'est là qu'on me prend un peu pour un fou, hein, peut-être que tu l'avais senti quelquefois, je l'avais dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont chatouilleux autour de vous? Et, tu te rappelles et Pierrette à côté de moi. Et alors, il y a des gens qui disent, oui, mais je vois pas le rapport. Eh bien, en effet, si je me rapproche de la personne, je lui dis, je vais te commencer à te chatouiller, eh bien, elle est déjà dans une interaction, parce qu'il y a de la relation. Pourtant, si je lui dis, chatouille-toi tout seul, là, voilà, c'est un peu ce côté un peu inerte. Donc, ça veut dire qu'on peut s'auto-coacher, mais c'est pas suffisant. On peut se trouver toujours les bonnes raisons pour pas y aller. Alors qu'avec l'autre, on s'engage aussi. Et puis surtout, l'autre, il est aussi dans l'idée d'être
dans un rapport positif malgré tout. D'accord. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être coach? Tout le monde devrait être coach. Est-ce que tout le monde peut l'être? Ça se coach. On me dit que ça se coach. On me dit que quelqu'un comprendrait que quelqu'un ne veuille pas être coach. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait pour être bon coach? Enfin, selon toi, c'est quoi les qualités d'un coach en termes de peut-être de soft skills, de hard skills, même de personnalité, j'en sais rien. Je te dirais déjà, tout le monde est bienvenu. Ouais. Coaching. Comme chez McDonald's. Ouais, comme chez McDonald's, parce que finalement, il aura les clients qu'il mérite. Ok. Mais d'un autre côté, je me dirais, la première chose, c'est quand même d'aller sur des hard skills. C'est clair qu'il faut une formation certifiante. Il faut quelque chose qui t'emmène à pouvoir redéfinir, redimensionner ce que tu as toujours appris. Exemple, on est des cartésiens, on aime bien la causalité, le pourquoi. Eh bien, c'est une question qui est finalement la plus on va dire, la moins bonne, si je devais dire, à donner à voir en coaching. Le pourquoi. Le pourquoi qui n'intéresse pas. Le pourquoi, c'est, voilà, fait, c'est fait. Ok, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire autrement. On comprend, c'est le comment qui est le plus intéressant. Et tu vois, tout ça n'est pas si simple que ça. De penser que finalement, eh bien, on peut se dire que l'autre qui est en face de nous est intelligent, c'est un vrai adage, mais c'est quand tu l'incarnes et que tu le donnes à voir à l'autre, eh bien, l'autre, en effet, commence à penser que sa façon aussi de voir les choses et sa façon de peut-être de revisiter l'ensemble de ces options va lui permettre d'arriver vers un objectif intéressant. Donc, je te dirais, bienvenue à tout le monde. Super, mais je comprendrais que quelqu'un qui n'est pas aligné, quelqu'un qui n'a pas envie, il y aura d'abord un travail d'introspection à faire sur lui, parce que c'est pas une obligation d'être coach. Je te dirais, voilà, je milite pour que dans les écoles, on apprenne le coaching pour avoir des armes de demain sur voilà, des difficultés, des objectifs à les voir différemment. Mais je comprendrais, oui, que finalement, certaines personnes, voilà, ça les intéresse pas forcément. Une fois qu'ils ont la formation, en termes de qualité, j'imagine que les qualités, ils auront quand même, on va dire, un peu de bienveillance vis-à-vis de l'autre qui est en face d'eux et vis-à-vis d'eux. Oui. Et puis après. Relationnel, comme. Ouais, il va falloir qu'ils expérimentent. Mais tu vois, encore une fois de plus, je pourrais pas te dire qui n'y a pas le droit et qui a le droit. Ouais, ça marche. Ok. Très bien. Et du coup, tu parlais aussi, un bon coach a des outils, si j'ai bien compris. Alors, pareil, j'ai fait un petit tour de piste sur l'univers, sur le bateau Goff, Loïc Goff. J'ai trouvé des certifications en pagaille. Motiva, Performance, MBTI, PNL, TKI, CNV, Co-développement, Golden, l'art oratoire, SOSI, pour ne citer que cela. Selon toi, c'est quoi les bons outils? Alors, peut-être dans cette liste-là ou peut-être dans d'autres listes, à ton avis, qui fait quels sont les bons outils en fait du coach ou de l'accompagnant en général, voilà, selon toi, qui méritent d'être mis en lumière ou mis en avant? Tu considères lesquels? Écoute, ta question, elle est toujours bonne, mais c'est qu'est-ce qui fait, comme je te dirais, qu'est-ce qui fait un bon CV? Comment est-ce qu'on choisit un bon outil? Pardon. Et, tu vois, c'est comme je te dirais, qu'est-ce qui fait un bon CV? Un bon CV, c'est celui qui arrive finalement à l'objectif qu'il souhaite. Un bon outil, je te dirais, c'est en fonction de la relation que tu as avec la personne qui est en face de toi, que tu as compris peut-être que cet outil pourrait être plus performant dans finalement les prises de conscience. Après, le coach peut avoir aussi ses outils de prédiction. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que le coach peut créer des outils pour justement favoriser par le cadre ou le cadre de référence de l'autre, des outils qui peuvent être extrêmement intéressants. Typiquement, un outil, tu vois, je sais que des personnes qui sont plutôt dans le jeu, tu pourrais très bien créer un jeu de loi en se disant, voilà, première étape, c'est ça, deuxième étape, on va vers là, et qui va emmener de la stimulation. Et l'outil, au final, il est juste intéressant dans l'idée qu'il va permettre, à un moment donné, de poser les choses, de mettre à plat et de sortir quelque chose qui est essentiel.
Et de cet essentiel, c'est de dire qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que c'est une piste à creuser? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut garder précieusement, mais pas pour tout de suite? Mais ça doit emmener finalement à se dire, voilà, on est parti de là, on en arrive là, et finalement, ça doit emmener une autre question. Le meilleur outil, je te dirais, c'est vraiment la question. Pour donner encore un autre exemple, tiens, tu vois, de la question, parce qu'on l'avait demandé un jour, quand une personne te dit, mais quel conseil vous me donnerez? Quel conseil vous pouvez me donner? Alors que finalement, le coach n'est pas là pour forcément donner des conseils. La question pourrait se dire, mais finalement, oui, je pourrais vous donner des conseils, un bon, un mauvais, et un conseil qui ne change pas grand-chose. Mais si jamais je vous donne un bon conseil, qu'est-ce que ça change pour vous? Première question. Si je vous donne un mauvais conseil, qu'est-ce que ça change pour vous? Et si je vous donne un conseil qui ne change rien du tout, qu'est-ce que ça change pour vous? En fait, tu vois, c'est poser des questions qui vont faire que oui, bah, si j'ai un bon conseil, voilà ce que je fais. Si j'ai un mauvais conseil, voilà ce que je fais. Et s'il n'y a pas de conseil, ben voilà, je ferai ça. C'est-à-dire, tu vois, c'est une question qui va emmener une question, qui va emmener une question. Ouais. Et l'idée, c'est un peu cette idée que les outils, c'est surtout des outils qui vont permettre de questionner jusqu'à ce que la personne se dise, OK, moi, en fonction de ça, j'ai assez de possibilités pour pouvoir agir. Tu as créé des outils toi-même? J'ai créé des outils, ouais. On a un à partager éventuellement? J'en ai un, tu le connais. Sacré pan. Mais les gens ne le connaissent pas forcément, Loïc. Il a reçu un prix, les prix de l'innovation du coaching. C'est le phare d'Alexandrie. Okay. F-A-R, pardon, F-A-R. Ouais. À l'anglaise. Il y en a qui l'appellent faré parce que c'est fer en italien. Oui. Et donc, ouais, en effet, alors pourquoi le phare d'Alexandrie? Alors, c'est le seul qui a eu une utilité dans toutes les merveilles du monde, c'est parce qu'il permet d'éclairer les bateaux. Donc, c'était plutôt intéressant. Et le phare d'Alexandrie, en fait, c'est de regarder les choses sous l'option des freins qu'on peut se donner, des ressources externes et des atouts internes. Et à chaque fois, de faire des possibilités, de se dire que quand un frein rencontre bien, une ressource externe, bien, ça peut changer aussi l'état d'esprit. Quand une ressource externe rencontre un atout interne, finalement, ça donne une option supplémentaire, en tout cas quelque chose sur lequel on n'avait pas imaginé. Et quand un frein rencontre un atout interne, ça peut donner un défi. Donc, en fonction de ça, ça nous donne des repères. En tout cas, c'est un outil qui est à la fois ludique et qui est intéressant pour le coach pour pouvoir se repérer et pour faire en effet des questionnements, des doubles questionnements pertinents qui permettent finalement, encore une fois de plus, d'aider au maximum la personne dans l'atteinte de ses objectifs. Yes, trop bien. Eh ben, c'est top tout ça. Du coup, je voulais te demander, on a parlé aussi d'IA un petit peu tout à l'heure. Tu utilises toi-même l'IA aujourd'hui dans tes pratiques psychologues? Ouais. Tu peux nous dire dans quel contexte ou, écoute, je peux l'utiliser à un moment donné sur qu'est-ce que dirait l'IA face à ce type de questions. Et l'IA, ce qui est intéressant, c'est que c'est très carré, c'est très cadré. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je te dis que finalement, les accompagnateurs ont toujours finalement un intérêt malgré tout, parce qu'une fois que l'IA a dit tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Mais l'IA, ouais, ça peut être intéressant sur finalement avoir une réflexion en se disant, tiens, si on proposait ça à l'IA, voilà ce que l'IA nous donnerait à voir. Et tout ça, ce qui nous est donné à voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet finalement de faire avancer la personne en termes de prise de conscience? D'accord. L'IA, ouais, tu peux l'utiliser, par exemple, je l'ai utilisé, mais là, c'était pas dans du coaching, c'était dans un bilan de compétences. Ouais. Où en effet la personne se reconnaissait sur telle valeur, avait tel type de centre d'intérêt, et en disant tiens, on met telle valeur plus tel type de centre d'intérêt, qu'est-ce que nous dit l'IA? Ok. Et l'IA nous dit voilà, en termes de travail, voilà ce qu'il pourrait y avoir, en termes de conditions de travail, voilà ce qu'il y aurait, à quoi faire attention, etc. Ce qui pourrait tout à fait être un rapport, en fait, tu vois, qu'on pourrait avoir en faisant un test. Oui, bien sûr. Ce que j'allais dire, quand tu dis ça, ça me fait penser à un test Motiva, par exemple, tu vois, un truc comme ça, ce serait ça, en fait, un petit peu croiser les résultats. Et du coup, j'entends, tu réinterprètes, tu prends pas de but en blanc, je sais pas, c'est... Non, parce que, encore une fois de plus, tu vois, je suis très... c'est pas parce que entre l'écrit
que tu poses les choses. Et l'oral, il se passe tellement de choses. Alors, il y a du non-verbal, il y a des signaux faibles qui t'arrivent, des parasites de langage que tu n'as pas quand tu écris. Tu vois, qui font que c'est extrêmement riche finalement de passer avec quelqu'un. Donc j'entends, t'es pas trop inquiet en tout cas par rapport à l'IA sur ton métier. Moi, je suis même plutôt libéré là-dessus en me disant que ça va être vraiment en plus un outil d'aide. Ok, ça marche. Et du coup, je voulais vous revenir aussi sur le fait que tu disais, donc tu es coach indépendant, enfin voilà, psychologue à ton service, mais tu as dit déjà plusieurs fois les termes de supervision, de co-développement. Est-ce que quand on est coach ou accompagnant, on est seul ou est-ce que on doit être accompagné d'une manière ou d'une autre? Et du coup, je te tends une grosse perche. Voilà, de quelle manière, si c'était. Ouais. C'est le métier, quand on est en libéral, je ne vais pas te le cacher, hein, il y a des moments de grande solitude, parce qu'en effet, même si on rencontre plein de personnes, si même des groupes, eh bien, la solitude arrive quand tu as réussi et que tu as envie de le partager, quand tu as envie de. C'est l'émulsion d'un groupe, en fait, en disant on a bien travaillé. Donc ça arrive, ça fait partie du job, il faut le savoir. Maintenant, il n'y a rien qui t'interdit d'avoir des associations, de travailler avec des gens que tu apprécies, de pouvoir commencer à aller chercher des missions avec d'autres personnes. Et puis, il y a quand même un travail aussi qui est important, c'est de se faire superviser soi-même. Alors, qu'est-ce que c'est la supervision d'ailleurs? Tu peux le dire rapidement. Ouais, la supervision, c'est d'avoir une vision méta. Méta, ça veut dire, allez, au lieu de prendre le bateau, tu prends la montgolfière et tu regardes ça de très très haut. Et donc, en effet, pour tout ce que je vais mettre en place, tu vois, tu m'as parlé du co-développement, j'ai la chance d'être supervisé avec un groupe avec Claude Champagne. Donc, c'est chouette puisque c'est lui qui a initié une méthode. Ouais, une méthode que finalement on emploie de plus en plus. Quand c'est du coaching, je suis supervisé aussi sur certaines situations que je trouve compliquées, où il y a des reflets systémiques, où il y a des choses sur lesquelles j'ose pas aller. Et quelquefois, j'oublie de me donner certaines permissions. Alors, on est d'accord, supervision et co-développement, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est deux outils, mais qui font que on est en lien avec d'autres personnes qui sont des pairs ou pas, non, pas forcément. Ouais. Dans le co-développement, on est plutôt, ça peut être des pairs comme ça peut être d'autres personnes. C'est un sujet, en effet, qui est soit une préoccupation, une problématique ou un projet, et qui est donné à voir par une personne. Et cette personne-là, il y a plusieurs étapes sur lesquelles on va l'emmener vers un plan d'action. Et puis, on va pouvoir commencer à réguler après le système du groupe par des apprentissages. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne, hein, qui est énormément sollicité, et notamment dans la fonction publique, je de plus en plus. Donc, en effet, c'est qui ne cantonne pas qu'au monde de l'accompagnement. Non, même sur tous les sujets. Sur tous les sujets. C'est beaucoup les managers qui peuvent se prendre cette idée de co-développement pour éviter justement d'être dans quelque chose de seul, en tout cas d'éviter la solitude de leur métier. Et on en revient finalement à ta question. Donc en effet, c'est quelque chose qui nous emmène finalement malgré tout à devoir être vigilant, à pas être seul comme dans nos métiers. Donc c'est pour ça que moi, comme je t'ai dit, hein, j'ai vraiment eu la chance de te rencontrer. J'ai eu la chance de rencontrer Guillaume de Toc que tu connais aussi, et qui est vraiment plus que c'est un ami. Enfin voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Valérie Rogier, Fanny de Vaucou, qui sont du Centre international du coach. J'ai des gens exceptionnels que tu m'as fait rencontrer toi aussi, Luc. Vraiment au niveau de CVRH. Voilà. Et cette richesse-là, elle y est aussi. Je pense que malheureusement, on ne se voit pas assez souvent, mais on sait qu'on est là. Ouais. Donc, du coup, on n'est pas si seul que ça quand on est coach. Enfin, on essaie, en tout cas, il faut essayer de ne pas l'être. Non. En tout cas, il ne faut pas être triste de ça, parce que finalement, les gens que tu rencontres, c'est vraiment en tout cas, celles que je t'ai citées, dont tu fais partie, ce sont des belles personnes sur lesquelles tu peux compter quand tu as besoin, finalement, de te dire, est-ce que tu es seul ou tu n'es pas seul? Ouais. Ça marche. Ok, trop bien. Et du coup, comment est-ce que tu vois la suite, toi, de ton métier? Est-ce qu'il y a des nouveautés, des choses qui t'enchantent ou qui te font un peu peur par rapport ça peut être sur tous les sujets, hein, autant réglementaire, technologique, contextuel, je sais pas. Voilà, pour les mois, années à venir.
Ouais, c'est une bonne question. Mais après, il faudrait que tu fasses une autre vidéo. Parce que j'ai vu que c'était les quarantenaires. Moi, je suis dans la cinquantaine. L'année prochaine, c'est 50. Alors c'est prévu. J'ai beaucoup de remarques là-dessus. On m'a demandé effectivement d'aller sur la cinquantaine. Voilà, bah, visiblement vous êtes plus ma cible. Qu'est-ce qui se passe? Cinquantaine, je veux te dire, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et donc, il y a vraiment cette idée, je te dis, je prends plus mon pied vraiment dans la supervision. J'ai l'impression de pouvoir vraiment encore plus apporter. Mais sans doute que j'irai peut-être un peu plus sur l'interculturalité. Parce que, encore une fois de plus, tu vois, je te disais en supervision, il y a Claude Champagne qui vient du Québec, il nous renvoie des choses qui viennent du Québec et qui font pourquoi je ne l'ai pas vu avant, quoi. Enfin, tu vois, qui font. Et je me dis, interculturalité, c'est pas facile à dire, mais voilà, c'est dit. Il y a quelque chose à travailler. Il y a peut-être un public aussi, ou deux publics que j'aimerais bien, les plus jeunes et les plus anciens. D'accord. Ça m'attire. Okay. Donc, tu fais pas partie de ma cible, hein, Luc, là, c'est tout dépend du point de vue, tout dépend de la position dans laquelle tu te situes. Donc, je suis pas sûr après. Et puis, non, ce que j'aimerais, c'est donner un côté artistique à tout ça. Je crois beaucoup, parce qu'on parle beaucoup, on est beaucoup dans la parole, mais je crois beaucoup à la dissociation par le dessin, par les photos, par la peinture, par la danse, par le jeu. Et finalement, je me dis, ça existe déjà, l'art-thérapie existe, mais je me dis, il y a quelque chose que j'ai pas encore exploré et qui me taraude. D'accord, ok. Et tu fais, c'est une question bête, mais je ne l'ai pas vraiment posé, tu fais toujours de l'individuel ou tu fais que de l'accompagnement collectif aujourd'hui, Loïc ? De tout, en fait, tout ce qui m'est donné va être vu sous l'angle de est-ce que j'ai envie de le faire ? Est-ce que je peux le faire ? Et finalement, qu'est-ce que ça va m'apporter aussi ? Et puis, en fonction de ça, de se dire, ben voilà, est-ce que la personne, elle est sûre d'où elle va ? Parce qu'en effet, moi, si je m'engage, je demande à peu près la même réciprocité que la personne s'engage aussi. Bien sûr. Et puis, passer un petit temps. Donc, je fais souvent des entretiens, on va dire, préalables, préliminaires, pour voir si c'est OK et si on contractualise. Mais en règle générale, tu me diras individuel, collectif. Tout ça, c'est que d'une richesse pour un navigateur, c'est de se dire, voilà, il y a une île à découvrir, donc c'est vraiment chouette. Ok. Tu as des grands projets à venir que tu pourrais partager ou tout est un petit peu confidentiel pour 2025 Je sais pas, est-ce que tu vas intervenir sur les salons, je sais pas, des trucs comme ça, non ? Non, je n'interviens pas sur les salons. Pas encore. Écoute, après, tu sais où est ma difficulté, hein, c'est une difficulté plutôt de mettre ça joli, esthétique, la com, ça voilà, on en avait parlé. De grands projets, peut-être c'est plus, tu vois, je me dis, je suis vraiment chanceux. J'ai vraiment la chance de faire ce métier-là, de le vivre aussi dans ce mode-là, dans le libéral, de l'avoir connu aussi dans la fonction publique, de le connaître dans le privé aussi. J'ai envie aussi de pouvoir juste savourer. Tu vois, il y a souvent le côté, peut-être mon prochain projet, c'est d'être plus contemplatif. Ok. C'est pas mal. C'est chouette. Ouais, c'est un bel objectif. On est dans les... mais... On a fait ce tour je te remercie pour ce panorama, voilà, de 20 ans d'expérience quand même, hein, dans l'accompagnement, voilà, dans tout ça. Allez, j'ai deux petits points à finir avec toi. C'est tout d'abord, si je ramenais Loïc Goff de 2025 à Loïc Goff 2005, qu'est-ce qu'il lui dirait ? Il dirait fais-toi confiance. Il lui dirait de 2005. 2005, il était vraiment. 2005, enfin, tu vois, juste avant. Quand il était à Brest, ou je sais pas. Il lui dirait
tu verras, parce qu'il y a eu des moments sans doute voilà, qui étaient plus compliqués, mais après la pluie vient le beau temps. Et puis il lui dirait que chaque chose qu'il va vivre est une expérience qui va le faire mûrir pour qu'en 2025, il puisse être contemplatif. Super, bah, ça me va, c'est plutôt bien. Moi, ça me va bien. Et deuxième point, Loïc, si tu avais un conseil à donner, peu importe, alors peut-être méthodologique, enfin, je sais pas, à quelqu'un qui voudrait, comme un peu 90% des gens sur LinkedIn, devenir coach demain ou, allez, on va dire à échelle plus humble, mais aussi tout aussi intéressante, CMC ou accompagnant ou peu importe. Qu'est-ce que tu conseillerais? Par quoi commencer? Enfin, qu'est-ce que, à ton avis, serait voilà, des petits points de vigilance, je sais pas, voilà, sur le métier d'accompagnant en général? Bah, déjà, je te dirais, je pense que je me tromperai pas beaucoup si je dis aux gens, laissez vos valeurs vous guider, transformez les défis en opportunités et puis essayez d'atteindre votre plein potentiel. Je pense que là, je me tromperai pas. Okay. Et d'un autre côté, je dirais, si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous accompagner. Donc on se précipite pas forcément sur une licence MBTI ou quelque chose comme ça, on est d'accord, c'est peut-être pas le premier. Pas le premier, okay. Ouais. Et en termes de formation, si jamais on voulait devenir coach, est-ce que toi, t'as un... moi, j'ai vraiment... voilà. En plus, je t'ai dit, mais je vais pas être objectif, mais vraiment, c'est tout ce que je demande. C'est vraiment des valeurs que j'apprécie, des valeurs familiales, des valeurs qui font que tu te sens vraiment important quand tu es dans cette formation. C'est lequel, pardon, parce que je crois que ça va pas... Centre international du coach. Ouais, je préfère le dire comme ça, parce que le CIC, ça fait banque, donc non. Le Centre international du coach. C'est pas faux. C'est pas faux. Bah, c'est pas si mal. Donc, ben voilà, plein de petits conseils. Alors, du coup, Loïc, où est-ce qu'on peut te retrouver en cas de besoin? Je ne pense que tu n'as pas de chaîne YouTube. Voilà, tu lui as dit sur quoi il faut que je travaille. Bah, vous contactez Luc directement. Alors, si quelqu'un voulait prendre contact avec Loïc Goff, comment est-ce que cela se passerait? Comment ça se passerait? Eh ben, écoute, voilà, vous me trouvez. Par quel biais déjà? Je vais te dire, heureusement qu'il y a LinkedIn qui me fait un peu de... Voilà, parce que je ne travaille pas là-dessus, en fait, c'est plus par bouche à oreille. Aujourd'hui, j'ai cette chance-là. Mais c'est vrai que si vous voulez, il n'y a aucun sujet. Sur LinkedIn, vous m'envoyez un mail où je répondrai en moins de 24 heures. Enfin, voilà. Tu as un site internet ou pas, Loïc, aussi, non? On avait, mais j'ai arrêté. Ah, vous avez plus de site internet, d'accord, ok. Bon, très bien. Personal branding à fond. Les prochaines... Le compte Instagram, non, même pas. On va pas aller dessus non plus. Ok, ça marche. Contemplatif. Bon, voilà. Contemplatif. Contemplatif, voilà. Donc, vous retrouvez Loïc, en tout cas, sur LinkedIn, si nécessaire. Et puis, sinon, on trouve assez facilement. Si on tape Loïc Goff dans Google, on trouve bien ce qu'il faut là où il faut. Mot de la fin, Loïc, ça va? Ouais, ça va, et toi? Bah écoute, ça va très bien. Moi, je suis toujours ravi de faire partager voilà, des gens que je connaissais déjà et puis je découvre encore toujours à travers ces entretiens parce que voilà, c'est encore d'autres prismes. Donc c'est chouette et puis vraiment, moi, ça me tenait à cœur d'avoir cet entretien avec toi parce que je connais ta valeur voilà, en tant qu'accompagnant et en tant aussi que mentor, formateur, ce que tu veux, voilà, quelqu'un qui transmet. Beaucoup de générosité dans ton approche, tout ça. Et puis c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que tu disais bien contemplatif, les valeurs, c'est vraiment tout ce qu'on connaît de toi quand on a travaillé avec toi. Enfin voilà, c'est clairement ce qui fait aussi la valeur des choses et que je pense aussi fait ton succès. Voilà, parce que du coup il y a quand même cette manière de voir les choses qui est très humaine, qui est très voilà, qui est très authentique et ça fait du bien au milieu, encore une fois, de cet océan de coachs voilà, qui sont parfois un petit peu, mais ta vie, ça n'engage que moi, hein, attention, voilà, qui sont un peu sur le superficiel. Donc c'est chouette. Et je parle, moi je ne suis pas coach, je précise, voilà, donc c'est important, mais j'ai des très bons amis qui sont coachs. C'est pour ça. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Loïc d'avoir joué le jeu, voilà, de s'être prêté à cet entretien. Pour tous ceux qui sont restés jusque-là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez où me trouver. Vous avez la chaîne YouTube, vous avez le profil LinkedIn, vous avez le profil Instagram. Donc, il y a à peu près tout ce qu'il faut pour contacter LDA. Et puis, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, salut, merci.